Parce que là, il est à fond. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier sprint de l'année, donc qui est le sprint numéro 21 EasyParse. Donc, nous avons commencé ce sprint fin octobre, le 20 octobre, et donc nous terminons ce 18 décembre. Le but du sprint, c'est NoSQL embarqué. L'objectif, je vous rappelle, c'était en fait de pouvoir gérer des grosses PKB et de pouvoir les charger dans une base de données, donc NoSQL. Et on avait décidé de rechercher une base de données NoSQL embarquée dans EasyParse. On verra que en fait on a un petit peu, on n'a pas changé de fusil d'épaule, mais on a un petit peu adapté ça parce qu'en fait dans nos choix on n'embarque pas complètement la base de données NoSQL en fonction des contraintes qu'on rencontre pour faire ça. L'objectif c'est de pouvoir monter en charge aussi bien au niveau des PKB des plateformes que quand on va travailler sur l'open access, quand il faudra en fait manipuler des listes de robots qu'on veut éviter. On reviendra sur ce sujet dans les prochains sprints. On pourra aussi se servir. On n'entend plus. Non, moi non plus, j'entends plus. C'est bloqué, à vrai dire. Servir de la base de données pour stocker des comptes utilisateurs. C'est dans... Ah. Vous nous entendez? Maintenant, oui, c'est revenu. Oui, c'est revenu? Oui. Donc je suis en train d'introduire un peu le sujet, hein, donc si je n'ai pas dit des choses fondamentales. J'en étais en fait à dire qu'on allait pouvoir adapter EasyParse à partir du moment où on aura une base de données à disposition pour plus personnaliser l'instance et garder les préférences utilisateurs, etc. Donc ça ouvre pas mal de perspectives. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que là en ce moment, les sprints qui se passent, là on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'interventions à faire. On a des retours utilisateurs et donc là on peut dire qu'on a eu un contact avec des Américains qui ont écrit un article de blog où ils exposent en fait les outils de traitement des logs EasyProxy. Ils ont testé ce qui existe, hein, AWStat, Pubic, dont EasyParse, et puis même jusqu'à des scripts Python. Ils ont essayé EasyParse, ça marchait pas bien pour eux, et comme on leur a répondu rapidement et puis que ça a marché après, ils étaient assez contents et on figure dans leur blog et c'est assez encourageant. Bon, alors on a eu plusieurs interventions comme ça au cours du sprint et c'est bon, c'est un peu consommateur quand même, consommateur de temps. Voilà. Donc suite à ces interventions, on a De nouveau couper la communication. Oui, on n'entend plus. donc, et là vous nous entendez là? Ça y est, ça vient de revenir. Ça vient de revenir. C'est pénible si ça coupe tout le temps. L'enregistrement sera net, non? À mon avis, c'est pareil pour l'enregistrement. Donc j'étais en train de dire que en fait ces multiples interventions nous ont amené à proposer en fait des formats de log génériques
plutôt que d'adapter, en fait, ce qu'on proposait jusqu'ici, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une intervention à faire pour un organisme, eh ben, on lui mettait dans la liste déroulante son format de log prédéfini. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a quand même pas mal de prédéfinis. Et puis, en ce qui concerne les étrangers, les universités américaines, australiennes et tout ça, on va pas se mettre à tous les rajouter dans la liste, même si on en a quand même quelques-unes là, parce que on était content de les avoir. C'est pas une solution viable, donc on propose des formats génériques, c'est-à-dire que en ce qui concerne par exemple EasyProxy, il y a des formats de log qui sont assez fréquemment utilisés, et donc c'est ces formats de log là qu'on va mettre, qu'on met dans les prédéfinis. Donc là, je m'écarte un peu parce que je rentre trop dans le détail pour une fonctionnalité. Ce que je voulais annoncer aussi pour ce sprint, les défis qu'on a traités. Donc, on a fait un travail courant sur les plateformes. Le sprint précédent, on n'avait pas trop traité de parseurs. Il y en avait en attente. Donc là, on essaie de rattraper. Comme je l'évoquais, on a pas mal travaillé sur le support utilisateur et puis le partenariat. On a encore fait pas mal de choses sur la communication, on a intervenu pas mal, Cécilia y reviendra. On en a profité aussi pour faire des améliorations ergonomiques à propos des expériences utilisateurs. Et puis on a eu pas mal de tâches diverses. On a une story qui est en lien avec le thème du sprint. On a passé, c'est vraiment un sprint technique. Sur ce sprint, et donc on a mené, Yannick a mené un travail de fond, et donc il vous parlera de son travail sur le NoSQL embarqué, mais on va avoir du mal à faire une démonstration parce que on a un problème par rapport à la présentation, le PC qu'on utilise pour faire la présentation, le fait de se connecter, etc. Donc il vous parlera, il vous présentera en fait ce sur quoi il travaille, mais il ne fera pas forcément une démonstration. On ne souhaitait pas proposer une version qui n'était pas optimisée et donc qui risquerait de perturber l'utilisation actuelle d'EasyParse. Donc voilà pour le plan. Sinon, un peu plus pour venir un peu plus dans le détail, donc on a travaillé au niveau des plateformes. On a donc essayé d'écluser un peu les analyses qui étaient terminées pour proposer des nouveaux parseurs. Donc il y a eu un certain nombre de parseurs, Elnet, Bon Usage, Doctrinal+, eReview, etc. Qui sont à disposition. Ça concerne essentiellement le domaine juridique. Et ça nous a permis de bien tester, de bien roder la procédure qu'on avait mis au point avec Trello, etc. On voit ici avec le graphique que notre suivi, on voit bien comment ça avance. Là, on voit qu'il y a eu les pics qui montent. C'est à chaque fois qu'on recense en fait des nouvelles plateformes à faire. Donc là, on voit, il y en a un, c'est pour l'INSERM, il y en a un autre, c'est quand il y a une université américaine qui nous a contacté, qui nous a dit qu'il y avait un certain nombre de plateformes qu'on ne traitait pas. Donc on les a recensées. Et puis après, on essaye de faire pour qu'il y en ait le maximum qui soit disponible, donc qui soit au-dessus de l'étape 4. Donc ici, ce que j'ai mis comme ça. Et donc là, on voit qu'on n'est pas trop mal. Bon, même s'il reste quand même du travail à faire. Voilà. On a aussi renforcé l'équipe. Bon, c'était déjà le cas avec Sylvie, qui s'investit de plus en plus et puis qui vérifie, qui est dans un travail de fond aussi, qui vérifie les parseurs et donc elle utilise Bibliolog, elle se connecte, elle vérifie des plateformes et donc sur ACM par exemple, elle a remarqué des choses. Et donc, on va essayer de corriger tout ça, et donc ça apporte pas mal pour la précision de la reconnaissance des événements de consultation. En début de sprint,
on a eu une demande à propos des domaines inconnus, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les utilisateurs commencent à utiliser EasyParse, eh ben, la première chose, c'est qu'ils s'aperçoivent que si ça marche, hein, si on a réussi à bien régler le format de log, eh ben, la couverture n'est pas forcément... on ne sait pas trop comment est la couverture, et donc, pour savoir quelle est la couverture à prévoir, on va voir dans les domaines inconnus, ce qu'on appelle les domaines inconnus, et donc il y a un fichier qui est disponible, et donc ce fichier était disponible dans l'arborescence, mais il n'était pas téléchargeable. Donc maintenant il est téléchargeable, et donc ça facilite le travail sur comment assurer la couverture et comment prioriser les parseurs à développer. Encore travail de fond sur les améliorations ergonomiques. Il y a une mise à jour d'une librairie qui est utilisée dans l'interface EasyParse, donc qui s'appelle Semantic UI, que Yannick a mis à niveau, et puis qui va, donc quand on met à niveau une librairie, c'est du travail mais qui ne se voit pas forcément, là ça va ouvrir encore des perspectives au niveau de l'interface, ça sera encore plus ergonomique si on utilise les nouvelles possibilités qui sont offertes par Semantic UI. On a testé aussi le sprint précédent, on avait proposé la mise à jour automatique de l'interface en fonction de l'arrivée des nouvelles plateformes. Comme on a développé des nouvelles plateformes, on a pu tester cette mise à jour. Donc généralement ça se passe bien. Là j'ai mis une petite copie d'écran qui montre que là on avait en fait poussé les plateformes de Gravis, Jolie Édition, RSC. Il suffisait de cliquer sur mettre à jour et on avait à disposition les plateformes, les nouvelles plateformes. Donc on avait mis aussi en place la dernière fois donc un certain nombre de mécanismes qui nous permettent de sortir des indicateurs sur la progression du projet. Et donc on les avait sortis la dernière fois et là ils sont actualisés. Donc on a 27 établissements qu'on considère avoir assimilé EasyParse. Je crois qu'on en a recensé 103. Voilà, ici on voit un petit peu. On en est à 59 plateformes. Voilà, donc on a les chiffres qu'on va ressortir régulièrement à chaque sprint pour voir comment on progresse. Donc là on a progressé au niveau des parseurs, pas beaucoup au niveau des établissements, mais je crois que ça va venir. D'après les interventions de Thomas, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Donc là, on a compté type d'accompagnement utilisateur. Voilà, qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui, là, ici, c'est pour montrer là, les profils génériques. J'en ai un petit peu beaucoup parlé tout à l'heure, donc je vais peut-être pas m'étendre maintenant. Donc, c'est ça, c'est l'exemple de ce dont je parlais tout à l'heure. De façon à ce que les nouveaux utilisateurs trouvent facilement leur format de log. Donc en ayant cette écriture-là, c'est un petit peu barbare, mais quand ceux qui doivent l'utiliser reconnaissent en fait leur format de log. Voilà. Et puis donc là, je passe la main à Cécilia, qui va vous parler de tous les aspects communication. Donc, en fait, on va profiter du fait que, comme c'est un sprint assez technique de fond et qu'on n'a pas forcément de grosses démonstrations à faire au niveau technique, pour parler de la communication, qui est aussi importante et sur laquelle on a quand même pas mal travaillé le sprint d'avant et celui-ci. Voilà. Ça. Et ça fait partie du travail sur le projet. Alors, bonjour. Donc, comme le disait Dominique, à part du développement, que s'est-il passé d'autre durant ce sprint? Donc déjà, on a réalisé un poster avec l'aide d'une graphiste et de la communication de l'UNIF. Donc un poster générique, on n'a pas mis de choses spécifiques dessus, comme ça on peut l'emporter avec nous un peu quand on veut et l'avoir à disposition quand on veut.
On a aussi un article complet à venir dans le prochain numéro d'Arabesque et de la BES en janvier 2015, principalement rédigé par Thomas qui est là, donc merci à lui. En interne à l'INIST, on a fait des retours sur les congrès auxquels l'ISIPARS avait participé ou avait été présenté. Donc on a fait un petit retour sur l'IBER et sur l'IFLA lors de matinées à l'INIST où on expose les déplacements des agents de l'INIST. Sinon, pendant ce sprint, on a aussi eu le comité technique le 6 novembre et juste ici un petit rappel pour les conclusions et les orientations qui vont être menées pour la phase 3 qui commencera au retour des vacances de Noël. Donc on va s'axer sur les statistiques open access et les archives institutionnelles. On va collaborer avec le projet Bacon pour le hub et avec le hub, voilà, surtout en interaction au niveau des PKB. On va essayer y arriver aussi, de faire des statistiques pour l'ISTEX et la problématique c'est qu'il va falloir réussir à dater les périodiques pour savoir si c'est des archives ou si c'est du courant. Et puis on va travailler sur le fonctionnement autonome d'EasyParse puisque cette phase 3 sera la dernière et donc il faut qu'après EasyParse soit complètement autonome. Dans les choses à noter aussi, c'est dire qu'EasyParse est référencé sur le site d'EasyProxy. Donc là, c'est Bruno Ménette qui a pris ça en charge, le lien. Et puis voilà, donc on est référencé ici dans les outils d'analyse de log. Sinon, on a créé un dossier de presse, donc on l'a fait sous forme d'un groupe sur Zotero, ouvert à l'équipe. Et on peut remettre les communications, etc., au fur et à mesure, et comme ça on peut se sortir une bibliographie d'EasyParse directement quand on en a besoin pour un article ou pour des présentations, etc. Et comme ça, ça nous évitera d'oublier des choses. Donc là, je vous parlais du poster il y a quelques minutes, donc on l'a présenté lors du colloque organisé par la direction de l'information scientifique et technique du CNRS à Meudon le 4 et 5 novembre. On a eu quelques questions, on a renvoyé des mails à quelques futurs d'utilisateurs potentiels qui paraissaient intéressés. Donc, voilà, il n'y avait pas de session de poster à proprement dit, mais on a eu quand même quelques questions. Donc voilà notre beau poster. Sinon, au niveau communication, vraiment, on était présent au carrefour de l'IST, donc pas dans le grand amphi, mais on avait un quart d'heure de présentation dans l'espace exposant. Donc là, vous voyez Dominique en action. Et puis, on avait emmené le poster, où là aussi, on a eu des gens qui sont venus nous poser des questions, et encore Dominique en action. Donc voilà, ça a été une bonne présentation avec la présentation de bibliologues et puis pas mal de questions et pas mal de personnes intéressées. On peut dire aussi qu'on a eu une demande de la part de la direction du CNRS pour savoir comment était consultée une certaine revue qui est hébergée sur e-revue. Donc ça a été répondu en partie grâce à EasyParse. Alors c'est une revue sur e-revue. Il y a une nouvelle coupure. Allô? Oui, ça vient de revenir, oui. Donc voilà, donc je me suis arrêtée le temps que vous étiez plus là, et je disais que sur ces consultations de e-revue, il faut compter 80% de passage du robot et 20% de consultations réelles. Donc tout ça sera étudié et vu dans la phase 3 d'EasyParse qui va commencer à la rentrée. Et enfin, on a testé un petit peu en marge d'EasyParse un nouvel outil de visualisation, puisque je vous rappelle le contexte actuel. Donc pour le moment, on propose soit des macros dans les tableurs bureautiques, donc pour Excel ou pour LibreOffice. Donc c'est clair que cette utilisation est limitée, on ne peut pas traiter de grosses quantités de logs. C'est bien en première approche pour voir ce que les résultats donnent, mais ça ne peut pas faire des tableaux de bord complets. Donc sinon, on a l'utilisation d'outils commerciaux souvent chers. Donc nous, par exemple, on utilise Omniscope. Ce n'est pas forcément accessible à tout le monde et ça ne permet pas de faire des rapports sur le web qui sont
qui sont une demande assez récurrente de nos utilisateurs. Donc pour ça, on a testé Visir. Donc Visir est un projet en cours à l'INIS qui permet la création de tableaux de bord dynamiques au travers de pages web à partir de différents formats. Donc ça ne va pas traiter que des choses EasyParse, ça traite des notices bibliographiques et ça peut traiter plein de sortes de données en entrée. Donc c'était dans le cadre du test d'outils de visualisation utilisables pour des sorties d'EasyParse. Donc on a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe projet Visir à la réalisation de tableaux de bord qui sont entièrement paramétrables. Donc on peut mettre ce qu'on veut à partir des champs d'EasyParse et complètement personnalisables. Donc les fonctionnalités qui étaient vraiment intéressantes dans le cadre d'EasyParse, c'était surtout un rendu sur le web, une diffusion sans licence, pas comme les Okio, des indicateurs qui sont prédéfinis, directement interprétables et manipulables, et des métriques qui sont affinables dynamiquement pour proposer des indicateurs sur mesure. Donc, je rajoute une fonctionnalité, c'est la possibilité d'ouvrir en un clic potentiellement les rapports d'EasyParse dans ce logiciel. Bien qu'on pourra potentiellement, une fois qu'on a terminé un traitement, cliquer sur visualiser dans Visir depuis EasyParse et ça ouvrirait les résultats dans Visir. Comme un plugin en fait. Comme un plugin. Donc là, j'ai fait une petite capture d'écran, mais je vais aller en live, ce sera mieux. Voilà. Donc là, j'ai un tableau de bord créé. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'événements de consultation, hein, c'était vraiment pour montrer un rendu. Donc, on met absolument ce qu'on veut ici. Donc là, on a le tableau de bord principal avec les périodes d'événements de consultation. On a les journaux les plus consultés, les formats de consultation, les plateformes, les unités qui consultent, les communautés et les directions scientifiques de rattachement. Donc, si je vais un peu plus dans le détail, je peux aller ici, par exemple, pour voir le journal, les journaux, et je peux trier avec ici ce qu'on appelle des facettes. Donc, je ne garde ici que les PDF, et le tableau se remet à jour, et puis j'ai mon classement des journaux qui est fait, qui est trié, et j'ai mes journaux qui sont... voilà, j'ai mes indicateurs comme je le veux, ils sont dynamiques et tout est paramétrable. C'est-à-dire qu'ici, on peut mettre absolument ce qu'on veut, la possibilité, avoir les journaux que consulte une seule unité et on voit que le rendu se bouge automatiquement. C'est très agréable et très visuel. Et surtout, c'est en ligne. Donc, c'est ça qui nous manque, enfin, c'est sur le web, c'est ça qui manquait vraiment pour le moment dans les voilà, merci, qu'on avait pour le moment. Donc voilà, j'ai fini. Ah si, et à dire aussi que si Dominique a dit que Sylvie travaillait pour retester les plateformes et tout, et la prochaine fois, elle vous présentera aussi des analyses, comparaison stat-éditeur, stat-EasyParse, pour qu'on avance un peu dans cette problématique qui nous est souvent demandée, comment quelles sont les comparaisons que vous avez entre stat-éditeur et stat-EasyParse. Donc ça sera pour le prochain sprint. Voilà. J'ai une question sur Visir. Comment on va le récupérer? Est-ce qu'il est utilisable pour d'autres choses? Alors, il est utilisable pour d'autres choses. Bon, c'est un logiciel libre et on ne sait pas encore exactement comment on va l'intégrer par rapport à EasyParse, mais l'idée c'est de pouvoir avoir une instance. L'idée serait peut-être de pouvoir avoir une instance en ligne hébergée sur Analogist par exemple. Pour pouvoir permettre aux personnes de l'utiliser en mode à distance. Voilà, à voir après comment on le couple à EasyParse. Est-ce qu'on le couple fortement jusqu'à une installation embarquée dans EasyParse ou pas? Je ne sais pas encore, enfin on ne sait pas, c'est des questions en suspens. En attendant, c'est un logiciel qui peut se télécharger et s'installer localement. Oui, dans l'absolu, oui. Okay. Mais il est en cours de développement, voilà, ce logiciel. Voilà. Bon, c'est une collaboration interprojet, en fait, en interne ici. Parce que ça, dès qu'on va montrer ça, il va y avoir une demande énorme. Ouais. Oui. Moi, quand je fais des démonstrations et que je monte la macro, bon, c'est très vite limité, quoi. Et ben, un truc comme ça, on va me sauter dessus, quoi. Si je peux pas en parler avant que ce soit disponible. Non, ça va venir. C'est dans les cartons. Mais dans les cartons. À nous de le prioriser voilà. ou pas. Après, voilà, c'est ça. Donc là, je vais passer la main à Yannick qui va aller un peu plus dans le technique. En tout cas, l'objectif, ça sera que ça soit facile d'utilisation. A priori, il n'y aura pas une grosse installation à faire pour pouvoir l'utiliser. On va viser pour que
Que ce soit du même Voilà, packagé. Et puis comme disait Stéphane, à la fin d'un traitement, il y aura juste à cliquer sur un lien et attention. Mais juste pour finir, j'ai bien entendu que ça sera un logiciel libre, donc qui sera disponible même en dehors d'EasyParse. Alors, a priori oui, mais ce qui se passe, c'est que là, on n'est plus dans le cadre d'EasyParse. Donc là, on est dans la collaboration interprojet, donc ça ne va pas dépendre forcément de nous. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais il est développé sous forme de logiciel Voilà. aujourd'hui. Alors, donc, en ce qui concerne le thème du sprint, cette fois-ci, donc, le but était de choisir une base NoSQL intégrée à la base, bien qu'on ait, comme Dominique a dit, un petit peu changé notre fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'on est parti sur un NoSQL, mais pas intégré. Et je vais essayer de retrouver les benches. Voilà, merci. Voilà. Ça doit être dans le coin, là. Alors, donc, pendant ce sprint, on a donc essayé un certain nombre de bases NoSQL. Et à partir de là, il y en avait deux qui sortaient du lot. Donc en termes notamment de rapidité de requête, parce qu'on avait besoin, EasyParse a quand même un débit assez élevé. À peu près 5000 lignes de log à la seconde. Voilà, à peu près 5000 lignes de log à la seconde. Alors c'est pas autant de requêtes qu'il y a à faire à la seconde sur la base, mais il y a quand même un certain nombre. Donc pour vous donner une idée, actuellement pourquoi on est parti sur un NoSQL, c'est que actuellement les PKB sont entièrement elles sont entièrement chargées en mémoire, ce qui a l'avantage d'être particulièrement rapide, hein, c'est ce qu'on voit ici, la vitesse de temps, c'est ce qu'on a actuellement en mémoire. Sauf que ça mange extrêmement dans la RAM. Ça mange extrêmement de RAM, mais aujourd'hui, avec ça chargé, doit manger à peu près 1 giga, plus d'1 giga de RAM, ce qui commence à faire beaucoup. Et il fallait qu'on se débarrasse de ça. Donc, on a besoin d'une base de données. Parce qu'on ne pouvait pas se débarrasser des PKB, malheureusement. Voilà, on ne peut pas se débarrasser des PKB, malheureusement. Et on a Stringer qui arrive. On a les e-books qui arrivent. Et les e-books. Voilà, donc du coup, on a testé. Parmi toutes les bases, il y en a deux qui nous intéressaient en particulier, qui étaient soit Tingo, soit PouchDB. On avait testé NEDB, mais qui malheureusement a besoin de... C'est bien une base de données qui est persistante, mais il faut que tout soit chargé en mémoire. Donc du coup, elle mange beaucoup de RAM quand même. Voilà la consommation de RAM. Ensuite, pourquoi on est passé à MongoDB? Parce que sur ces deux bases, PouchDB et TingoDB, il se trouve que d'une part, les deux mangeaient quand même pas mal de RAM, notamment quand on insérait les données à l'intérieur. Et il se trouve que PouchDB, celui qui s'avérait le plus intéressant, n'était pas installable sous Windows. Voilà. Donc, on a fini par passer à MongoDB qui n'utilise pas beaucoup de RAM, qui a une forte communauté, qui a été éprouvé, qui se trouve que c'est pas un NoSQL intégré, mais ça reste quand même portable, c'est assez facilement installable sous Windows. Donc, voilà. La même chose qu'on voit sur PouchDB et NEDB, ou TingoDB aussi, c'est que c'est pas scalable. C'est-à-dire que dès qu'on passe à 1 million d'entrées, on voit les barres oranges qui explosent. Donc c'était une des raisons qui nous a fait ne pas choisir ces solutions. Ah oui, alors que MongoDB, ça reste c'est cohérent. Voilà, sachant qu'il a également un temps de réponse par requête qui est assez faible.
Donc voilà, et il se trouve que, comment je dirais, à partir du moment où on a fait le choix de MongoDB, il se trouve qu'il y a un projet ici qui est développé, oh, j'ai vraiment du mal en ce moment. Il y a un projet qui est développé en interne qui s'appelle Castor.js, qui est utilisé justement par Vizir, que vous venez de voir là, et qui s'occupe de faire précisément ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a une arborescence de fichiers, qui en l'occurrence c'est les PKB, et on veut synchroniser tout ça avec une base MongoDB. Et donc du coup, comment je dirais ça? Donc du coup, je me suis mis à travailler sur Castor.js, on a fait le pari que, enfin, on a parié là-dessus. Donc pendant ce sprint, et c'est un peu pour ça que j'ai pas tellement de choses à montrer, j'ai bossé principalement sur Castor.js, bien que j'ai intégré avec EasyParse, mais malheureusement la machine virtuelle sur ce PC-là a un peu de mal à faire, la synchronisation, un manque de puissance, j'ai l'impression. Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, Castor.js, ça répondait à ce qu'on voulait faire, et que tu as commencé à investiguer, sachant que Castor.js est encore en cours de développement aussi. Voilà. Donc, ce que tu as fait aussi, c'est que tu as contribué à Castor.js pour l'adapter à l'usage que nous aussi, on va pouvoir en faire. Donc, on a pris un peu plus de temps pour se consacrer à Castor.js, comprendre son fonctionnement, mais en retour, on apporte des contributions à ces développements. Donc, Voilà. on a fait ce choix de pas forcément pouvoir montrer quelque chose à la fin du sprint, mais on investit sur l'avenir. Voilà, c'est-à-dire potentiellement, on a quelque chose à montrer, mais qui malheureusement ne peut pas être fait sur cette machine-là. En gros, la principale fonctionnalité qui nous intéresse, c'est de pouvoir synchroniser une arborescence de fichiers avec la base MongoDB, hein, je ne me trompe pas, ouais. Et surtout, cette arborescence, elle va varier, c'est-à-dire qu'on va rajouter des PKB de temps en temps. Il y a des gens dans la communauté qui vont rajouter des bases de connaissances, qui vont mettre à jour une ligne dans la base de connaissances Springer, par exemple. Ben, il faut avoir un système pour pouvoir synchroniser ces fichiers qui changent, qui varient, qui sont versionnés avec Git, et la base MongoDB sans avoir à tout recharger à chaque fois quand on lance EasyParse. Voilà un peu le principal défi de fond. Au niveau je trouve qu'insérer, on va commencer à avoir des PKB qui augmentent pas mal en taille, et les insérer dans une base de données, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Et l'avantage de Castor, c'est qu'une fois que tout est synchronisé, quand on va vouloir resynchroniser, redémarrer EasyParse, il va aller regarder, il va voir que tout est déjà dedans, et ça va pas prendre 3 plombes. Voilà. En fait, ça permettra de passer tranquillement, quand on va cliquer sur l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le petit bouton mettre à jour, et ben ça ne mettra pas 2 heures à mouliner pour redémarrer tout, ça sera relativement rapide. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Castor.js, c'est aussi du logiciel libre? Oui. Et mais visible de l'extérieur ou pas encore? Oui, c'est sur GitHub. déjà. D'accord. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? J'avais une question, peut-être de Véotian, mais dans l'instance nationale, on voit bien MongoDB, tout ça, mais dans l'instance locale, il y aura aussi un MongoDB embarqué. C'est justement, ça fait partie des contraintes qu'on a, c'est que justement le MongoDB, il faudra qu'on puisse l'installer en local, et c'est pour ça que ça fait partie on en a évalué plusieurs, et un des critères, c'était de justement pouvoir en local avoir une instance. En particulier, ce qui est contraignant, c'est sous Windows. Et donc là, ce qu'on pensait faire,
c'était au début, quand on s'est lancé dans le sprint, avoir tout embarqué dans EasyParse. Et en fait, c'est pas exactement le cas pour MongoDB. MongoDB, il est à côté. Sauf que MongoDB est tellement connu maintenant qu'il a sa propre procédure d'installation. Donc, on peut l'intégrer dans une distribution EasyParse comme ça. Installer MongoDB sur Windows, c'est comme EasyParse. Suivant, il y a voilà, c'est ça. Et potentiellement, il peut déjà être installé. Tu n'es pas obligé d'être informaticien pour le faire. Non, ouais. Et potentiellement, il peut déjà être installé pour autre chose. Oui. C'est en partie ce qui nous a conforté, c'est-à-dire que MongoDB, c'est relatif, ça se porte assez bien sur les différents systèmes. D'accord. Et la synchronisation après entre les instances locales et nationales, elle se fait à travers la base ou à travers le file system? Alors c'est toujours par le file system ça. La différence c'est que le file system, dès qu'on va le mettre à jour, Castor va être là pour le synchroniser avec la base. Avec la base nationale? Avec la base Mongo locale. Ce sera toujours l'instance. En fait, la base, ce sera toujours le GitHub. Oui, ce qu'on appelle l'instance nationale, c'est le reflet de ce qu'il y a dans le GitHub. Voilà. C'est le GitHub qui est maître, qui fait foi, qui contient toutes les plateformes. L'instance nationale, c'est vrai qu'elle est à jour, elle est censée être à jour par rapport au GitHub. Et à chaque fois que une instance Le locale... référentiel, c'est le GitHub. Voilà, c'est ça que c'est le GitHub. Voilà. Une instance locale, en fait, elle va tester, elle va faire une requête vers le GitHub, et si jamais il y a une différence, c'est là qu'il va y avoir le bouton mettre à jour. D'accord. Et du coup, EasyParse s'occupe simplement de vérifier au moment de son installation à lui s'il y a un Mongo ou pas, et demande à l'utilisateur d'installer Mongo tout seul si c'est pas le cas. Voilà. Voilà. Sinon, d'un pur point de vue des performances jusqu'ici, j'ai fait des tests avec Mongo que j'aurais pu montrer malheureusement si ça devait bien fonctionner sur cette machine, et ça n'a pas l'air d'avoir la vitesse de traitement n'a pas l'air d'avoir été impactée. Donc ça sera pas mieux, mais pas moins. Voilà. La vitesse de traitement actuelle Oui. d'EasyParse ne va pas bouger. C'est-à-dire que par l'utilisation de les requêtes dans les PKB, c'est pas un frein pour le moment. D'accord. Parce qu'a priori, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une petite baisse, parce que tout n'est pas en mémoire. Non, après les mesures, c'est logique. On est à peu près 100 requêtes dans les PKB par seconde. Mongo est capable d'absorber sur une machine normale, voilà, 100 requêtes par seconde, même un peu plus, je crois. 110, c'est ça. Donc on est sur les mêmes ordres de grandeur, donc c'est normal que ce ne soit pas le facteur limitant. Mais en dessous du seuil, quoi. Limitant. Ouais. Donc c'est super encourageant en fait. Oui, c'est ça. Ça va pas bloquer, quoi. Ça va pas être bloquant. Tu parlais de 110, non? C'était quoi 110? 110, on a 5000 lignes de traitées par seconde. Ouais. Parmi ces 5000 lignes, il y a aujourd'hui, en tout cas, à peu près 100 lignes qui sont 100 lignes qui donnent lieu à des EC qui doivent être enrichis par des PKB. Voilà. Pour donner les proportions. Ouais. Parce que dans les 5000 lignes, il y a plein de projets. Tout le reste. Et c'est le chiffre un chiffre qui doit être amené à évoluer ou C'est ça. Lequel? Les 100 mises à jour. Les 100, elles vont être amenées à évoluer parce qu'on va reconnaître de plus en plus de plateformes. Mais je crois pas que ça va doubler. Non. Et puis ça dépend aussi des logs en fait. Ouais. Ça dépend du contenu des logs. Si c'est des logs épurés par exemple, si jamais quelqu'un a déjà fait un pré-traitement pour éliminer tout ce qui est de la scorie, des appels d'image, des trucs comme ça, là forcément il y aura plus de sollicitations. Donc là on va faire monter le chiffre. Et là on va observer ce que ça donne. Après ça dépend de la machine, etc. C'est là ce qu'en résumé, si j'ai bien compris. On est à les mêmes performances en étant en sollicitant la base dans son maximum. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est si on doit la solliciter plus, donc on va diminuer en performance, effectivement.
Mais est-ce que c'est le cas ou pas? Et si oui, est-ce qu'on a déjà une idée? Est-ce qu'on peut tester? Quels seraient les temps de réponse et dégradation éventuelle par rapport au stockage direct, enfin, à l'utilisation de la mémoire centrale? Est-ce qu'on a déjà une projection par rapport à ça ou pas? Et est-ce que D'après les tests rapides, est-ce que ma question, d'après les tests rapides, donc non détaillés, ça nous permet de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de goulot d'étranglement à ce niveau-là, et il y en aura potentiellement un demain. Voilà. Maintenant, on avance, et on verra. On n'est pas à la phase de progrès. Soit Mongo, soit... Et puis on a Mongo, le seuil d'étranglement, il est à combien par seconde? un peu plus de temps. Ah oui, donc on est quand même en dessous du seuil, mais assez près. Avec une configuration par défaut, sans tuning, sans être rentré dans le détail, quoi. À un moment, c'est très superficiel. Oui. Non, parce que là, on est quand même assez proche du seuil. Oui, Et et c'est c'est à pour ça que partir, ça va potentiellement devenir un goulot d'étranglement. Et je précise, c'est à partir d'une certaine taille de base. Hein, c'est quand la base commencera à contenir plusieurs millions d'entrées. Parce que jusqu'à 1 million, je crois qu'ils vont à 4-5 000 requêtes par seconde sur une machine assez... 250 000 à peu près. 250 000 entrées. Donc pour le moment, ça va. Et les e-books et les PKB recul. Je sais que, en tout cas, sur une machine correcte de travail d'ici, sur 20 millions, sur une grosse base de 20 millions, il allait dans les 100-150 requêtes secondes. Ah oui, sur une base de 20 millions, on sera largement. Ah oui. Jusqu'aux e-books. On ne sait pas. Hein? Jusqu'aux e-books. Ça va gonfler. Il y a les e-books. Si, les e-books, c'est ça qui ça fait 200 000 les e-books. Ça va très très vite. On a 23 000 revues, 25 000 à peu près, et 200 000 e-books, enfin, peut-être un peu plus de revues aujourd'hui. Et dès qu'on va rajouter les e-books, ça va gonfler. Il y a des PKB. Après, c'est une entrée par e-book, c'est une entrée par chapitre, c'est une entrée par quoi? Par e-book. Chez Springer, on a quand même quoi dans la PKB? On a déjà les EBIR, on a déjà les gros morceaux quand même. Mais là, on identifie des revues, mais les e-books, c'est Springer, il y en a aussi, c'est la plateforme où j'avais récupéré le fichier qui faisait 350 mégas là. Je sais plus quoi c'était, Sonera. Bon, ça va gonfler. Ça va gonfler, mais... Et de toute façon, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu terminer, enfin, on n'aurait pas pu continuer en l'état sans mettre en place un mécanisme comme ça. Ouais. Ça aurait été non pour ce type de données. Donc là, donc, vous nous entendez toujours à distance? Oui. D'accord. Là, on arrive à la fin de la présentation du sprint. Si vous avez des questions sur l'ensemble, hein, soit sur le NoSQL, soit sur les choses dont on a parlé au début. Visir, c'est développé par qui alors? C'est ici à l'INIST, on a une équipe qui travaille dessus. Ok, c'est le bureau d'à côté quoi. Voilà, c'est ça. Et donc c'est quelque chose qui sert à plusieurs projets. Et donc on cherche à mutualiser en fait et puis à potentialiser les choses. Donc bon, c'est pour ça qu'on ne veut pas répondre aussi à leur place. Mais l'objectif c'est bien de mettre à disposition des outils comme ça, et plus on aura d'utilisateurs et plus on sera content. Mais on ne vous fait pas de promesses dessus. C'est ça en fait qu'on veut vous dire. Justement, profiter du fait que l'équipe n'était pas là pour faire leur place. Ils sont là. Ils sont là. Ouais. Enfin, sauf si eux, ils veulent vous faire des promesses. Mais du coup, je pense que côté EasyParse, on est très intéressé. Enfin, côté utilisateur des EasyParse, c'est un truc très très intéressant qui nous fait gagner largement plus d'utilisateurs que simplement les macros qu'on propose. Même si elles sont très pratiques pour faire des démos. Et d'ailleurs, c'était un des points qui nous était un petit peu reproché dans la revue d'outils dont j'ai parlé en début de sprint, c'était qu'on n'avait pas de visualiseur intégré et qu'il fallait faire autre chose après. Donc voilà, vous nous avez entendu.
Pas d'autres questions? Si, mais Visir donc permet de visualiser des stats, mais donc la question aussi, c'est, enfin, j'imagine que c'est lié, c'est est-ce que l'outil permet donc de gérer une masse importante de données en fait? A priori, oui. Ça, c'est en cours de travail. Les problèmes de performance potentiellement. À l'origine, il n'est pas encore éprouvé pour gérer des volumes aussi gros que ceux qu'on a dans EasyParse. Mais là, clairement, on est à un cas d'usage pour eux sur cette dimension. Sachant que, voilà, c'est des choses à travailler. C'est en développement. Et c'est un des objectifs. De toute façon, Il faut savoir que Visir, d'après ce que j'en ai vu et de comment il fonctionne, permet déjà d'avoir une prévisualisation pendant même que les données sont en cours de chargement. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un fichier d'1 million d'événements de consultation, on peut déjà commencer à avoir de la visualisation avec les 50 000 premiers événements de consultation qui auraient été chargés. Et petit à petit, les chiffres vont se mettre à jour au fur et à mesure que les éléments de consultation sont chargés. Donc voilà, l'idée, c'est, oui, à terme, c'est que ça soit rapide. Forcément, vu que nous, on a des gros volumes. Oui, je vous demande ça parce que bon, je relais un petit peu la question de ma collègue Henriette dedans. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui. Hein. Alors, elle est partie, enfin, elle pensait peut-être que utiliser un outil spécifique pour la gestion de données très importantes. Alors, le nom m'échappe, c'est pour ça que voilà, j'ai du mal à le trouver, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, un outil développé par la MU qui pourrait permettre de gérer une grande masse de données. Mais si Visir fait ça, c'est très bien. Nous, ce qu'on a comme outil, donc c'est Omniscope de Visokio. On a entendu parler de WinDev aussi, à plusieurs reprises. De Business Object. Business Object, voilà. Business Object, je sais pas pourquoi. Les outils de BI, il y a Business Object, il y en a d'autres. Mais ça, on aimerait bien avoir des retours sur ce genre d'outils. Parce que clairement, c'est que nous, on attend, en fait, on sollicite les services de notre université pour qu'ils nous forment vraiment à cet outil, qu'ils nous créent une macro, quoi. Mais voilà, donc on n'a pas beaucoup avancé, mais effectivement, on vous tiendra au courant si on arrive à faire évoluer les choses, quoi. Si l'outil que vous allez utiliser ou tester, c'est Business Object, il me semble qu'il y a Montpellier aussi qui est sur cette piste-là. Oui. Et les collègues que j'ai rencontrés hier à Villetaneuse sont aussi équipés de cet outil. Donc ça vaudrait peut-être la peine de monter un rendez-vous avec au moins vous trois et voir si on peut mutualiser du travail de ce côté-là. Moi, je dois avouer que je connais pas du tout cet outil, donc je peux pas vous en dire plus, mais à Strasbourg aussi. Strasbourg aussi. Enfin, ça vaudrait peut-être le coup d'organiser une réunion sur cet aspect-là en particulier. Oui, d'accord. Ok. Mais Business Object, c'est un logiciel libre? Non, pas du tout. Non. D'accord, on est d'accord. Non, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas la MU du tout, je dis une bêtise. Ouais. Non, c'est une solution payante, mais qui permet de gérer vraiment. Enfin, j'ai vu une démo, hein, c'est assez puissant, quoi. On a des tableaux qu'on peut modifier en temps réel et ça modifie, voilà, ça génère des SAP derrière. Ouais. C'est un énorme truc. Il me semble qu'il y a pas mal de services administratifs des établissements de l'ESR qui l'utilisent pour du pilotage plus général que seulement. C'est un concurrent d'Omniscope finalement. Bah, c'est plus générique aussi. D'accord. Enfin, là, je vois l'université l'utilise pour faire des rapports à partir de Apogee Arpège, quoi. Donc, ils mettent tout dedans et donc ils ont les effectifs, tout ça, les catégories d'âge, etc. Ok. D'autres questions? Oui, une question très basique. C'est quoi le langage qui est utilisé avec les bases NoSQL? Le langage utilisé? Bah, en fait, là, Le langage de requête. Oui, oui.
Le langage de requêtage. Bah, c'est ça, ils ont noté- Oui, C'est la- pour MySQL, c'est SQL, mais pour une base NoSQL, c'est quoi? C'est l'API de Mongo. L'API de Ils Mongo. ont une API, en fait, ils ont leur propre langage et puis, enfin, c'est une API, donc qui avec des opérations basiques qu'on peut faire. Et puis après, pour certains, ils sont capables de comprendre enfin, des langages qui s'approchent du SQL, mais ça dépend. En Mongo, je sais plus s'il a un. D'accord, mais finalement, c'est propre à chacun, quoi. Oui. Ouais. Ok. Oui, parce que le fonctionnement n'est pas exactement le même qu'une base de données relationnelle. Il y a Ah ouais, donc, j'imagine, ouais. voilà. Donc il y a des fonctionnalités qui se rapprochent, c'est encore mouvant hein, sur ces aspects-là. Et là, pour EasyPart, j'imagine que tu utilises l'API JavaScript, qui est le Visual. Voilà, c'est le driver Mongo natif officiel. D'accord. Voilà. Donc les requêtes, ça se fait un peu comme du JSON. Voilà, c'est un objet avec éventuellement des opérateurs. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on vous donne rendez-vous. Donc c'était en janvier, février, voilà, début février pour le prochain. 5 février. Ouais, 5 février. 5 février, voilà, pour la prochaine sprint review. Je pense qu'on aura avancé un peu plus sur ces aspects-là. J'espère qu'on aura qu'on livrera une version qui fonctionne avec Mongo. D'ici là, on vous souhaite tous des bonnes fêtes, une bonne fin d'année. On n'a pas un thème Noël là pour EasyPart. Non, on était un peu le nez dans le guidon et on avoue que on n'a pas mis les reines, les sapins de Noël et le Père Noël. Ok. Une dernière petite question, le poster que vous avez fait, on peut le visualiser quelque part? Ah oui, on l'a mis sur Twitter. Normalement, en recherchant dans les tweets, on doit pouvoir avoir le lien. Et il n'y a pas un outil plus grossier que Twitter? Enfin, en fait, sur Twitter, il y a un lien vers le fichier PDF. Je t'enverrai un mail de Mais ouais, on pourra Merci Thomas. Ouais, on peut le refaire. Il est sur Facebook et sur Google. Ouais, mais c'est par mail qu'il faut l'envoyer à Yannis. Je vais l'envoyer à Dominique. Stéphane en charge dans la foulée, parce que moi, j'ai pas d'ordi aujourd'hui. Ok, ça marche, merci. Merci. Voilà. Eh ben, merci à tous. Et puis, bonne fin d'année. Bonne fête. Joyeux Noël. Bon début d'année à vous. Bonne vacances. Je suis dur en avance. Ouais.